Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une émission que j'ai le plaisir de vous présenter avec Elsa Mondingava. Bonjour Elsa. Bonjour Tam. Et pour clôturer la saison, notre invité est aujourd'hui Robin Reda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne, membre du groupe LR et c'est Elsa qui brosse votre portrait. Oui, Robin Reda, vous êtes jeune, vous faites les choses tôt, à 22 ans, on va le voir sur vos papiers d'identité. Vous avez 22 ans en 2004 et vous êtes élu maire de Juvisy-sur-Orge. On parle beaucoup de vous à l'époque puisque vous devenez le plus jeune maire de France d'une commune plus de 10 000 habitants. 3 ans plus tard, c'est en 2017, vous décidez de vous présenter aux législatives et devenez député de la 7e circonscription de l'Essonne. Vous êtes jeune donc et vous êtes de droite, tendance Valérie Pécresse comme elle. Vous quittez le parti Les Républicains en juin 2019. Alors à l'Assemblée, vous siégez toujours au sein du groupe Les Républicains, mais on a regardé vos votes, les scrutins publics, pour le vote de confiance de Jean Castex. Contrairement à 90% de votre groupe, vous vous êtes abstenu. Alors Robin Reda, dans quel camp vous êtes ? Vous êtes vraiment dans l'opposition ? D'abord, je suis résolument de droite. Je suis dans l'opposition au président Emmanuel Macron, mais je crois que nous sommes dans un moment absolument tragique où la France doit se relever et où nous devons mettre toutes nos forces dans la bataille pour réussir le défi économique, réussir le défi sécuritaire et pour que notre pays voit enfin le bout du tunnel de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes rentrés. Je ne dis pas que je fais totalement confiance au gouvernement, mais quand j'entends le Premier ministre nous parler de la restauration de l'État régalien, de la laïcité, de la relance économique et du soutien aux entreprises, ce sont des mots qui me touchent. Un discours de droite ? Un discours du Premier ministre ? Il a indéniablement des mots de droite. Ce que j'attends de voir, c'est si l'Élysée va lui laisser en 600 jours, en moins de 600 jours maintenant, les moyens de cette politique. Et malheureusement, ça, j'en doute. On va parler d'ailleurs des moyens de cette politique, puisque l'on va parler notamment de relance européenne et relance française. Alors que les 27 se sont mis d'accord pour un plan de 750 milliards d'euros, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a présenté cette semaine ses pistes pour faire face à la récession due au Covid. Adoption définitive pour la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales. Parmi les mesures, possibilité de suspendre le conjoint violent de son autorité parentale ou encore dérogation possible au secret médical lorsque le médecin constate des traces de violence sur une victime. Premier pas difficile pour Éric Dupond-Moretti au Parlement. Auditionné 2 fois à l'Assemblée et au Sénat, l'ex-ténor du barreau s'est montré parfois hésitant comme garde des Sceaux face au grill des parlementaires. Et premier sujet de cette émission, les conséquences économiques du Covid et la relance. On parle donc économie. Alors que le 3e budget rectificatif a été adopté, le ministre Bruno Le Maire était devant les députés jeudi pour le débat d'orientation des finances publiques. L'occasion pour le gouvernement d'en dire plus sur le plan de relance qui sera présenté fin août. Les précisions de Stéphanie Despierres. 45 milliards d'euros pour les secteurs les plus touchés par la crise. Jeudi, le Parlement a définitivement voté le 3e budget rectificatif. Le gouvernement a aussi présenté ses perspectives pour 2021. Il table sur 8% de croissance après un recul de 11% du PIB en 2020. La France connaît sa pire récession depuis 1929 et la situation internationale est très instable. Alors même le ministre de l'économie reconnaît que ces prévisions ne valent pas grand-chose. Les incertitudes sont considérables pour la fin de l'année 2020. Elles sont totales pour l'année 2021. D'autant plus que le rebond de la croissance anticipée en 2021 dépendra de l'ampleur effective de la récession en 2020. Cela rend donc ce chiffre extrêmement difficile à évaluer. Le ministre des Comptes publics lui a détaillé les pistes pour le futur projet de loi de finances, avec des enveloppes en hausse pour l'armée, la justice, la recherche et l'éducation nationale. Mais l'essentiel du budget, ce sera le grand plan de relance de 100 milliards d'euros axé sur l'emploi et la transition écologique. Le gouvernement le présentera le 24 août. C'est beaucoup trop tard selon les Républicains et les socialistes. Est-ce qu'on peut dire, Robin Reda, que le gouvernement met les moyens ? Indéniablement, aujourd'hui, on a une réponse assez forte dès le début de la crise du coronavirus pour préserver l'emploi, pour préserver nos entreprises. Mais pour le moment, j'allais dire, on solde un peu le passé, on solde les difficultés économiques de notre pays pendant les mois du confinement. On n'a pas réellement encore une ambition pour l'avenir. Cette ambition pour l'avenir, on ne l'a pas d'abord parce que la France a abordé la crise sanitaire dans une situation budgétaire et financière
compliqué. Alors on pourra dire que l'emploi repartait, que la croissance repartait, c'était vrai, mais il n'y avait pas de réforme structurelle des finances publiques, pas de baisse significative du déficit français, et surtout une augmentation de la dette que d'ailleurs le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a cessé de dénoncer depuis le début du quinquennat, et il disait encore en février que la dette était le boulet de la France. Bruno Le Maire dont vous avez été très proche, on le rappelle à l'époque lorsqu'il était encore membre du groupe LR. Ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour Bruno Le Maire, mais qui a été le ministre malheureusement de l'augmentation de la CSG, qui a été le ministre aussi de l'augmentation de la dette, ce qui a fait que notre pays n'a pas pu aborder la relance dans d'excellentes conditions financières, comme ce sera le cas par exemple pour l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le plan de relance tarde à arriver. Oui, vous le regrettez parce qu'il aurait pu figurer dans le projet de loi de finances rectificatif qui vient d'être adopté. Et là, ça sera seulement pour décembre 2020. Les Français peuvent avoir le sentiment qu'on jongle avec les milliards et qu'effectivement, il y a une pluie d'argent public qui se déverse dans tous les secteurs de l'État. C'est vrai qu'il y a davantage de dépenses, mais il y en a moins qu'en Allemagne parce que nous n'avions pas fait les économies et la réduction de la dette qui auraient permis aujourd'hui d'avoir un véritable plan de relance. Donc ça arrive trop tard, rapide. Le plan de relance pour vous, puisque ça figurera dans le budget pour l'année prochaine? La relance, c'est maintenant qu'il faut la faire. Aujourd'hui, les 45 milliards qui sont avancés sur la table vont permettre de solder, d'éponger en quelque sorte les difficultés financières du confinement, mais ils ne permettront pas, ces milliards, d'aller vers la transition d'une nouvelle économie. Et effectivement, nous allons devoir entendre encore quelques mois. Justement, quand les Français entendent ces pluies de milliards, ils se demandent qui va payer. Est-ce qu'on paye par la dette? Est-ce qu'on augmente les impôts? Mais malheureusement, ce seront les Français qui vont payer, les contribuables d'aujourd'hui et surtout les contribuables de demain, parce qu'effectivement, c'est surtout la dette qui finance pour le moment ce plan de relance. D'abord, il faut effectivement remettre les choses à leur échelle. Il y a en réalité 460 milliards dans le plan de relance actuel. Sur ces 460 milliards, il y a 400 milliards de risques, c'est-à-dire beaucoup de cautionnement de l'État, l'argent qui n'est pas décaissé. Et puis, il y a jusqu'à 60 milliards qui peuvent être décaissés par l'État. C'est significativement moins, je le redis, que dans d'autres États européens, parce que nous n'avions pas fait les réformes qui nous permettaient de dépenser dans un moment de crise. Mais surtout, il va falloir les payer. Et ce n'est pas l'argent qu'on va toucher de l'Union européenne qui va permettre d'éponger la facture pour les Français. Bien au contraire. Est-ce qu'il va falloir travailler plus? Il y a ce débat, on dit qu'il faut des efforts. Et déjà, il va falloir retravailler. Et aujourd'hui, le chômage qui est à un taux de 11%, qui risque d'augmenter encore dans les mois prochains, inquiète beaucoup pour la relance économique. Je vois bien les prévisions que le gouvernement d'ailleurs prend avec des pincettes, et il a raison, sur la reprise économique, sur la reprise des entreprises. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'emploi ne repart pas, et en particulier pour les plus jeunes, d'où les plans urgents à mettre en place pour retourner vers l'emploi. Donc travailler, pas forcément travailler plus. La droite a voté les budgets rectificatifs. Est-ce que vous pourriez voter le grand plan de relance de la rentrée, le budget de l'automne? Oui, effectivement, on a été très constructif sur l'ensemble des plans, sur l'ensemble des projets de loi de finances rectificatifs, c'est-à-dire sur les mesures de soutien d'abord à nos entreprises et aux emplois, ensuite sur les mesures de relance. Si le plan de relance de cet automne s'accompagne d'un véritable plan de transformation de l'État, alors il ne s'agit pas effectivement d'être dans la rigueur budgétaire, puisqu'on a bien compris que l'on investissait en dépensant pour l'avenir. Si ces dépenses, c'est réellement de l'investissement, et ça n'est pas pour payer la bureaucratie, les lourdeurs de l'État qui plombent en réalité la reprise économique, alors effectivement nous pourrons y être sans doute favorable. Une dernière question, Romain Reda, car vous êtes élu francilien et vous êtes particulièrement concerné par l'État d'Île-de-France Mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui accuse un manque à gagner de 2,6 milliards d'euros à cause de la crise du Covid. Il y a eu de très nombreuses passes d'armes entre la région et le gouvernement. L'État se dit finalement prêt à négocier pour un plan de soutien. Vous êtes soulagé ? Non, c'est très important parce qu'on vient de parler effectivement de la fiscalité et l'exemple francilien est loin de se cantonner à la stricte Île-de-France. On voit bien que le gouvernement joue avec le pouvoir d'achat des franciliens, comme demain probablement il jouera avec le pouvoir d'achat des Français, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les franciliens n'ont évidemment pas pris les trains de banlieue, le métro, les bus pendant le confinement, puisqu'ils étaient pour la plupart d'entre eux en télétravail ou sont restés chez eux. Il y a donc une perte de recettes liée au trafic des passagers. Il y a aussi une perte de recettes parce qu'il y a une fiscalité sur les salaires, et comme les salaires étaient pris en charge par l'État, il n'y avait plus cette fiscalité qui rentrait dans les caisses de l'Île-de-France. La région a voulu rembourser les passes Navigo sur cette période. Et la région n'a pas voulu
n'a pas voulu jouer, pour le coup, avec le pouvoir d'achat des franciliens en faisant payer un service qui n'était pas rendu, mais elle a continué à faire tourner les métros, les bus, les trains. Pour qui ? Pour les personnels qui étaient au front, pour les infirmières, les infirmiers, pour tous ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, ceux qui travaillaient dans la logistique. Et aujourd'hui, l'État ne verse qu'un acompte qui ne couvre pas les 2,5 milliards de recettes qui ont été perdues par les transports franciliens, au détriment du pouvoir d'achat des franciliens, au détriment aussi des investissements dans des infrastructures écologiques, les transports en commun. On va passer, Robin Reda, à notre prochain thème, la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales. C'est le 3e texte en 3 ans consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et l'aboutissement du Grenelle lancé l'an dernier. Un texte adopté à l'unanimité par le Parlement, mais qui a été l'occasion de quelques passes d'armes au Sénat entre le nouveau garde des Sceaux et l'opposition. Fabien Recker. Une proposition de loi pour lutter contre les violences conjugales. L'occasion pour Éric Dupond-Moretti, régulièrement accusé de machisme, d'affirmer son attachement à combattre les violences faites aux femmes, sans pour autant échapper à une passe d'armes avec la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie. Il est intolérable, bien sûr, que de nos jours, des femmes, près de 120 l'année dernière, meurent sous les coups de leurs conjoints. J'ai compris que parfois vous étiez surpris par les chiffres. Je vous taquine. Donc ce n'est pas 120, et Madame la ministre l'avait bien dit devant l'Assemblée, c'est 150. Vous avez cru, Madame, devoir lancer dans mon jardin une petite pierre sur les chiffres. J'entends naturellement la ramasser et peut-être, si vous en acceptez l'augure, la renvoyer dans le vôtre. Il y a un certain nombre de sources différentes. C'est la raison pour laquelle nous avons sur cette question-là, des chiffres, quelques divergences. Sur le fond, le texte, adopté à l'unanimité par les sénateurs, entend mieux protéger les victimes, notamment en facilitant l'intervention d'un avocat à leur côté. Il veut aussi permettre de mieux repérer et de mieux sanctionner les violences conjugales. En permettant par exemple aux médecins de déroger au secret médical lorsqu'ils suspectent un danger immédiat pour leurs patientes. Il permet également de mieux sanctionner en reconnaissant la notion d'emprise, ce que l'on appelle communément le suicide forcé. Le harcèlement devient passible de 10 ans de prison. La suspension du droit de garde sera possible même si les enfants ne sont pas eux-mêmes victimes de violences. Les conjoints condamnés ne pourront plus demander de soutien financier à leurs enfants ni toucher d'héritage. Nous n'avons adopté ici que des règles que les pouvoirs publics et les magistrats auront les moyens de faire respecter. C'est un bon travail législatif et il me tenait à cœur de le saluer. Le principal apport du Sénat concerne la protection des enfants. Il s'agit de renforcer le contrôle de l'accès aux sites pornographiques afin d'empêcher effectivement les mineurs de consulter ces sites. Robin Reda, est-ce que vous saluez ce texte qui a été adopté à l'unanimité, 3e texte adopté sur le sujet en 3 ans, après la loi Chapa, après la proposition de loi de votre collègue Aurélien Pradié ? Bien entendu, et c'est une avancée encore majeure sur le plan législatif, parce que c'est du message qu'envoient les assemblées parlementaires, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, que la prise de conscience peut s'amplifier. Quand je parle de prise de conscience, et c'est ce que disait le président de la commission des lois du Sénat à l'instant, c'est qu'évidemment, ensuite, il faut que l'État, l'ensemble des acteurs de l'État, c'est-à-dire la police et la justice, mais aussi l'éducation nationale, mais aussi le secteur de la santé, les collectivités territoriales, doivent maintenant appliquer une véritable politique de lutte contre les violences conjugales. Heureusement, ça existe déjà depuis plusieurs années et la loi répond à un contexte où il faut renforcer en réalité la sanction, renforcer la lutte. Il faut maintenant qu'elle soit appliquée, cette loi. Et malheureusement, parce qu'il y a encore effectivement plus de 150 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint l'année dernière et le décompte macabre se continue cette année, on voit bien que malheureusement les mesures antérieures ne suffisent pas et qu'il faut renforcer encore notre lutte. Beaucoup de débats sur cette proposition de loi sur la dérogation au secret médical. Les médecins ne sont pas tous d'accord. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je crois que nous avons intérêt à partager les informations. C'est valable pour le secteur de la santé, pour les médecins, c'est valable aussi pour les élus. Je pense aux maires, même aux élus de terrain que nous sommes, les parlementaires. Moi, vous savez, je fais chaque semaine des permanences dans ma circonscription. Il m'arrive de rencontrer des personnes, et notamment des femmes, dont je soupçonne que leur contexte familial pourrait s'apparenter à un contexte violent, soit psychologiquement, soit physiquement. Et il m'arrive de faire des signalements, et sans doute que je déroge à une forme d'intimité ou de confidentialité dans les entretiens que nous avons. Il faut que les médecins sachent différencier leur rôle médical et leur rôle social. Un médecin, notamment un médecin de ville, un médecin de famille, il a aussi un rôle social, et dans ce cadre-là, à mon avis, le secret médical ne s'applique pas. Alors la nomination d'Éric Dupond-Moretti fait débat, on l'a vu d'ailleurs dans ce sujet. Elle est dénoncée par des associations féministes car il a été critique à l'égard du mouvement MeToo. Est-ce que pour vous, il est crédible pour défendre un tel texte ? Bon, je ne sais pas que je vais être indulgent avec Éric Dupond-Moretti. D'abord, il a eu des propos dans le cadre de sa profession d'avocat, dans le cadre de la défense d'affaires, où effectivement il défendait des personnes qui visiblement avaient un peu de mal avec la lutte contre les violences faites aux femmes, et il tenait des propos dans le cadre de son métier d'avocat où il était payé pour défendre des personnes qui pouvaient s'apparenter à des ordures en réalité. Séparons son métier de sa nouvelle fonction de garde des Sceaux. J'espère qu'il saura laisser ses propos dans le passé. Ensuite, sur le mouvement MeToo, il n'a pas eu que des propos maladroits. Il est clair que le mouvement MeToo a eu un réel dépassement, notamment par des associations sur le terrain qui sont dans l'excès parce qu'il n'y a plus de respect de la présomption d'innocence, parce que on prend parfois des témoignages comme des preuves ou comme des vérités. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un rétablissement de l'autorité judiciaire. Et en la matière, il faut que la justice se saisissent réellement de ces affaires. C'est un débat qui concerne un autre ministre, Gérald Darmanin, qui est visé d'une accusation de viol. Des associations, des personnalités politiques demandent sa démission. Est-ce qu'il peut rester à sa place ? Il y a deux solutions. Soit il en décide, soit le président de la République le décide pour lui. J'allais dire, ça dépend s'il est à l'aise avec sa défense ou pas. S'il pense que sa défense doit passer par une mise à l'écart du gouvernement, je pense que ce serait sage qu'il le décide. Parce qu'il a l'air de considérer... Non, mais c'est-à-dire que dans les propos du gouvernement, que ce soit Gérald Darmanin, que ce soit Éric Dupond-Moretti ou le président de la République lui-même, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de lucidité ou de prise de conscience sur le mouvement de fond, la lame de fond qui perturbe la société dans son ensemble, en France, mais dans le monde, et qui fait qu'aujourd'hui, toute atteinte à l'intégrité physique d'une personne, et notamment d'une femme, est quelque chose qui est vécu très violemment dans le corps social. Et les soupçons qui pèsent, et les soupçons qui sont essentiellement moraux jusqu'à présent et qui peut-être seront judiciaires, font que ça fragilise forcément l'action du ministre qui a sous son autorité la police, qui est censée accompagner les femmes victimes de violences, prendre les plaintes, et qui pourrait demain lui apporter une convocation à leur propre patron. Donc c'est une erreur politique de l'avoir nommé comme ministre de l'Intérieur pour vous ? C'est une preuve de légèreté surtout, parce que on vérifie le patrimoine, la situation financière des ministres suite à des affaires récentes, et c'est une bonne chose. On devrait sans doute dans les nominations faire un peu plus attention aux messages que l'on envoie politiquement, sans préempter l'autorité judiciaire, et ça j'y tiens, parce qu'il ne s'agit pas non plus de jeter un homme ou une femme d'ailleurs en pâture aux chiens sans qu'il y ait de véritables réponses judiciaires et une réhabilitation le cas échéant. Il y a très rapidement une démission ce matin, celle de Christophe Girard, l'adjoint à la culture à la mairie de Paris, pour ses liens avec Gabriel Matzneff. Très vite, puisqu'on est un peu en retard, il a bien fait de démissionner ? Non, mais là encore, c'est quelque chose qui s'est fait sur la rumeur, sur quelque chose qui n'a pas été jugé. Donc je comprends, notamment dans l'entourage d'Anne Hidalgo, une certaine forme de colère. Mais ça montre quand même qu'il y a maintenant des agissements, même si c'est fondé sur des rumeurs ou des informations journalistiques qui n'ont pas été vérifiées par la justice ou qui n'ont pas été sanctionnées. Ça prouve bien que pour faire de la politique, pour représenter les gens et notamment pour représenter les femmes, il y a une irréprochabilité qui est nécessaire dans le mandat d'élu. Allez, on continue cette émission et on continue de parler du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti qui a été auditionné cette semaine 2 fois au Parlement.
Exactement, Éric Dupond-Moretti, omniprésent au Parlement, il a troqué sa robe d'avocat pour son costume de ministre. On regarde ses premiers pas parfois compliqués. Clément Perbeau. Les premiers pas parlementaires d'Éric Dupond-Moretti n'ont rien d'une promenade de santé. Lundi soir, le garde des Sceaux est auditionné par la commission des lois à l'Assemblée. Monsieur le ministre, bienvenue dans l'arène politique. Première attaque sur les moyens alloués à la justice. Un de vos prédécesseurs parlait de clochardisation de la justice et il avait raison. Nos prisons sont sous-dimensionnées pour endiguer l'ensauvagement de notre société. Je vous engage à avoir avec moi un discours constructif qui ne soit pas dans l'excès. Je veux discuter avec tout le monde, mais pas avec les populistes, et vous ne faites pas partie de cela. 3 heures sur le grill des questions de l'opposition, de quoi se croire un peu sur le banc des accusés. Ce lapsus semble le démontrer. On ne peut pas avoir une petite suspension d'audience. C'est pas une suspension d'audience. On va faire une suspension de séance. Même épreuve le lendemain devant la commission des lois du Sénat. Question pour le ministre, y aura-t-il une réforme constitutionnelle sur la nomination des procureurs et donc un congrès? La réponse est oui. Vous nous annoncez aujourd'hui que le président de la République va convoquer le Congrès pour faire adopter définitivement cette révision de la Constitution qui a été votée en termes identiques par les deux chambres. C'est ce qu'il a dit. C'est un scoop. Le nouveau ministre s'en rend compte, il a parlé un peu vite. Il y a une précision. M'autorisez-vous, Monsieur le Président, je vous le demande, à préciser à Monsieur le sénateur Sueur que la réforme constitutionnelle, évidemment je la souhaite, c'est évidemment le Président qui décide de réunir le Congrès, vous le savez. Mais les choses vont mieux en le reprécisant. Passer des cours d'assises aux salles de commission semble donc demander un petit temps d'adaptation. Il y a un petit peu de bizutage contre Éric Dupond-Moretti, vous trouvez ? Éric Dupond-Moretti change littéralement de carrière, de fonction. Et aujourd'hui, lui qui avait l'habitude en chef d'entreprise, en réalité, de mener ses affaires comme il l'entendait et de prendre la parole avec sa propre liberté, aujourd'hui est forcément beaucoup plus contraint par l'agenda gouvernemental, contraint par la parole du Premier ministre et du Président de la République. Et visiblement, être corseté ne fait pas partie des habitudes d'Éric Dupond-Moretti. On l'a entendu s'en mêler les pinceaux sur la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de son rétropédalage ? Dans un premier temps, il dit oui, la révision aura lieu avec un congrès, pour ensuite revenir sur ses propos 20 minutes plus tard. C'est de l'amateurisme ? Qu'est-ce que c'est ? Ça doit traduire déjà les grandes hésitations qui sont celles de l'exécutif dans la manière de mener à bien cette réforme constitutionnelle qu'on nous a annoncée depuis le début du quinquennat et qui a eu du plomb dans l'aile suite à plusieurs épisodes. Je ne sais pas ce que le président de la République décidera, mais vraisemblablement, Éric Dupond-Moretti a un agenda. Il a envie de porter des réformes, à mon avis d'ailleurs des bonnes réformes, notamment en ce qui concerne l'indépendance de la justice. Est-ce qu'il aura le temps de le faire? Est-ce qu'il en aura les moyens? Et est-ce que le président de la République a véritablement intérêt d'ouvrir le chantier de la réforme constitutionnelle alors que toute la mobilisation de notre pays doit être tournée vers le rétablissement de l'économie, de nos comptes publics et de l'autorité de l'État? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il faut que dans les moins de 600 jours maintenant qui nous séparent de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y ait une véritable action forte du gouvernement sur des sujets qui touchent la vie quotidienne des Français. La Constitution, ne touche pas la vie quotidienne des Français. Même si sur le fond, la question de l'indépendance du parquet fait consensus. Ça fait des années qu'elle a été adoptée dans les mêmes termes par le Parlement. C'est quand même un problème que sur le fond, on n'arrive pas à adopter une réforme aussi importante pour la justice. Elle fait consensus, mais la priorité pour la justice, à mon sens, c'est d'avoir une justice qui auditionne rapidement, qui traite les affaires le plus rapidement possible et qui sanctionne, parce qu'on voit bien aujourd'hui dans la crise d'autorité que vit notre pays, dans la montée de l'insécurité, il y a aussi une grande part de non-réponse judiciaire qui a laissé penser qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans ce pays. On a entendu des prises de position d'Éric Dupond-Moretti qui ont pu étonner sur les mineurs encadrés par les militaires, sur le port du bracelet électronique pour les personnes condamnées pour terrorisme comme peine de sûreté. Est-ce que c'est normal d'évoluer entre ces positions d'avocat et ces positions de ministre ?
Oui, il est aujourd'hui le porte-parole d'un gouvernement, en quelque sorte, et j'ai apprécié les paroles du Premier ministre sur cette question. On veut faire de la sanction un nouvel axe de la politique pénale et de la politique de sécurité. C'est une bonne chose, puisque depuis 3 ans, avec que ce soit le ministre de l'Intérieur précédent ou la ministre de la Justice précédente, on n'a pas eu ce rétablissement de l'autorité de l'État. Est-ce qu'il y aura un vrai rétablissement de la sanction ? Malheureusement, on peut aussi en douter quand on voit les propos d'Éric Dupond-Moretti sur les prisons. Il n'a pas l'air d'être plus déterminé qu'Emmanuel Macron de construire des nouvelles places de prison et donc d'avoir une véritable sanction, y compris carcérale, pour les crimes et les délits qui, malheureusement, dans ce pays aujourd'hui, continuent de se multiplier. Éric Dupond-Moretti a aussi estimé, en tant qu'avocat, que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, je le cite, c'est un truc populiste. Mais comme ministre, il a répété qu'il n'aime pas la transparence. Est-ce que ça, c'est problématique aujourd'hui, dans le contexte actuel ? Que l'on se méfie des excès de la transparence qui se transforment en voyeurisme et qui conduit à traiter des responsables publics, notamment des responsables politiques, à part des autres citoyens et parfois à part des autres justiciables. Je pense qu'on peut l'entendre parce qu'un homme ou une femme politique n'a pas plus de droits que n'importe quel citoyen, il n'en a pas moins non plus. Voilà. Donc la transparence, elle est compréhensible évidemment et comme député, je m'y soumets aussi. Quand c'est la recherche d'une intimité pour essayer de vous descendre et de vous faire chuter d'une responsabilité politique, ça devient effectivement quelque chose de gênant. Merci Robin Reda, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Tam, merci Robin Reda d'avoir accepté cette invitation. C'est la dernière de la saison, on se retrouve à la rentrée évidemment. D'ici là, très bel été à tous.